On va reprendre. J'ai la très lourde tâche de présenter Pascale Cugy, que tout le monde connaît déjà. Donc je me sens bien inutile. Maîtresse de conférence en histoire de l'art moderne à l'université Rennes 2, avec des travaux de recherche qui portent principalement sur la gravure française et la culture visuelle européenne entre le XVIe et le XIXe siècle, ainsi que sur l'histoire de l'art française du début du XXe siècle, en particulier sur la jeunesse de Henri Faucillon, qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. Elle a été coordinatrice scientifique du domaine Histoire et théorie de l'histoire de l'art et du patrimoine à l'INHA entre 2019 et 2021, où elle a co-dirigé le programme de recherche sur la bibliothèque d'art et d'archéologie, où ce projet de journée d'études a commencé à être pensé. Dans ce cadre, elle a entre autres participé à la mise en place de la base de données acteurs de la bibliothèque d'art et d'archéologie 1909-1917 sur Agora, et du séminaire Un laboratoire pour l'histoire de l'art, la bibliothèque d'art et d'archéologie de Jacques Doucet, en collaboration avec Caroline Fieschi et Marianne Sarda. Et elle a également contribué à la création du carnet de recherche du programme sur la plateforme Hypothèse et à l'édition numérique des lettres de Jacques Doucet à René Jean sur la plateforme Pense, sur laquelle, bien sûr, on vous renvoie. Et sur le plan des manifestations scientifiques, on lui doit notamment l'organisation, en juin 2021, avec Rémi Cariel, Céline Chicha-Castex, qu'on écoutera tout à l'heure, Caroline Oliveira et Emmanuel Pernoud, de la journée d'études intitulée « L'Estampe, un médium coopératif, graveur, imprimeur, éditeur, entre 1890 et 1930, dont les actes ont paru l'an passé, en 2022. En 2021, elle a édité au Comité national de l'Estampe 2 textes de Clément Janin sur le cabinet d'estampes modernes, qui a été notamment distribué non, pardon, c'est l'autre petit volume aux intervenants. C'est justement de cet acteur indispensable de la bibliothèque Jacques Doucet qu'elle propose de revenir aujourd'hui dans le cadre d'une intervention intitulée « Racines, ascendance et divergence, politique de Clément Janin au cabinet des estampes de la bibliothèque d'art et d'archéologie ». Merci beaucoup, Baptiste, pour cette présentation et surtout merci pour ta présence à ces journées d'études. Alors, je voudrais remercier également, donc, non pas les organisatrices, mais vraiment l'ensemble des intervenants qui ont accepté d'apporter leur éclairage, on l'a vu depuis hier, sur ce cabinet, donc, sur lequel j'ai eu le plaisir de commencer à travailler en 2019 et que je continue donc à tenter d'explorer avec Hilaria, que je vais quand même remercier d'avoir rendu possible ces 2 journées. Et je dois dire que jamais je n'aurais imaginé, quand je m'occupais du programme à l'INHA, pouvoir réunir un aussi beau panel de contemporanéistes et que je mesure vraiment le bénéfice immense de vos interventions pour le programme. Alors, ceci dit, je mesure également l'ambition qu'il y avait derrière le titre que j'avais proposé pour cette intervention, qui vise donc à revenir sur la figure finalement assez méconnue de Noël Clément Janin, en tentant de circonscrire sa place et son action au sein de la bibliothèque d'art et d'archéologie, et en essayant de la penser en termes de politique. Alors, il s'agissait dans mon esprit de tirer profit de l'exploration des archives pour aboutir à une inscription plus claire de Clément Janin dans le panorama des spécialistes de l'estampe du début du XXe siècle et à une meilleure compréhension de la teneur, des ressorts et des freins de son action de conservateur de ce cabinet dont l'expansion devait s'arrêter au bout de 36 mois seulement. Il s'agissait de prolonger, donc grâce aux archives, mais aussi grâce aux multiples écrits dont il fut l'auteur et vis-à-vis desquels il chercha à définir sa place, l'exploration de sa relation avec Jacques Doucet, à propos de laquelle il n'y a pour tout dire presque rien de direct et qu'il faut toujours chercher à examiner en creux. Et mon idée était en quelque sorte de dresser devant vous le bilan de ce collaborateur exécutant, engagé en septembre 1911 par un mécène qui ne souhaitait pas de fonctionnaires dans sa bibliothèque, c'est son expression, bibliothèque qu'il refusait de penser comme une administration, mais décrivait plutôt comme un organisme devant être manœuvré en fonction des circonstances et des besoins, nécessitant sinon un dévouement complet, une grande souplesse et une forte capacité d'adaptation de la part de ses conservateurs, bibliothécaires et assistants. Je souhaitais donc revenir sur les multiples dossiers que Clément Janin eut à traiter, sur la manière dont il les avait envisagés et également sur les marges de manœuvre qu'il avait su ménager. Et je dois dire que les documents mis à jour permettent, me semble-t-il, une telle entreprise qui a cependant été rendue quasiment impossible par les fonctions que j'occupe à la suite de Baptiste, donc à l'université de Rennes, justement en tant que fonctionnaire. Donc,
Ce que je vous présenterai simplement aujourd'hui, ce sont quelques idées que je serai heureuse de discuter par la suite et que je vous demande évidemment d'accueillir avec une certaine indulgence. Ce sera en tout cas l'occasion de mettre en avant certains artistes qui manquaient au programme de ces journées, bien qu'ils occupent numériquement une place importante au sein du cabinet des estampes et seront ainsi au moins rapidement mentionnés des graveurs comme Jean Frélot, Gustave Leutre et je reparlerai de Janniot dont on a un petit peu parlé. Donc, ce que je ferai, c'est que je reviendrai tout d'abord donc, sur les débuts du mandat de Clément Janin en évoquant la feuille de route que lui donna Doucet et la déclaration de politique générale qu'il rédigea, en les mettant en relation avec son parcours personnel. Puis j'évoquerai son rôle dans le flot continu des projets et acquisitions du cabinet, la réelle politique à laquelle il se soumit, ainsi que les stratégies et impératifs de communication dont il fut à la fois le cerveau et la cheville ouvrière. Et je terminerai donc par la question des marges de manœuvre, du bilan personnel en quelque sorte, en revenant sur l'établissement d'une politique de subvention en faveur d'artistes dont la défense lui tenait particulièrement à cœur. Alors je disais en introduction que l'on savait peu de choses de Clément Janin, malgré les très nombreuses archives dont on dispose à son sujet, et en particulier donc celles qui ont été léguées en 1968 par sa fille, sœur Marie-Andrée Delacroix, qui sont des archives qui se trouvent aujourd'hui à l'INHA. On manque en fait surtout d'une synthèse qui permettrait de cerner une activité qui est aujourd'hui essentiellement perçue par bribes à travers les travaux des spécialistes de la critique littéraire du XIXe siècle, de la bibliophilie, de l'estampe ou de la critique d'art. Donc je ne me lancerai absolument pas ici dans une telle entreprise, mais il faut cependant au moins souligner que Clément Janin, comme beaucoup de critiques d'art, mena une carrière d'homme de lettres tout en travaillant à plein temps dans un bureau. Il était en effet employé au Crédit foncier de France, où il exerçait en 1908 la fonction d'examinateur au contentieux. Un rapide sondage de la presse de la période nous apprend qu'il se déclarait en faveur de la prophylaxie anticonceptionnelle et qu'il était présenté comme franc-maçon. On peut penser que son intérêt pour les arts fut aiguillé par le souvenir, il en a été question tout à l'heure, le souvenir de son oncle maternel Jules Janin, ce prince des critiques que vous voyez à gauche, auquel il vouait un véritable culte, et dont il travailla longuement les papiers avant de les disperser lors d'une vente en 1937. Comme ce dernier, donc, Clément Janin cultiva un intérêt très fort envers la bibliophilie, qui fut certainement pour lui la voie d'entrée dans l'estampe et l'occasion de sa rencontre avec l'autre homme que vous voyez ici, l'éditeur Édouard Pelletan, l'architecte de livres disciple d'Auguste Comte, dont il partagea avec enthousiasme les principes et le goût des accords longuement médités. Ses premiers textes critiques, qui sont publiés dans l'Estafette et Voltaire, concernent Puvis de Chavannes, les impressionnistes et les symbolistes. Mais Clément Janin fut surtout, ça a aussi été dit, avec André Mellerio et Pelletan, au cœur de l'expérience remarquée de l'estampe et l'affiche qui parut entre 1897 et 1899 et marqua fortement les esprits par sa qualité visuelle, son prix modique et son engagement en faveur des graveurs français et étrangers. Il s'illustra ensuite sur la scène germanophone, comme l'un des critiques les mieux informés, en publiant des articles sur l'estampe française dans la revue viennoise Die Graphischen Kunst. Donc, s'il fut un médiateur de la gravure allemande en France, comme cela a aussi été dit aujourd'hui, il diffusa donc également en langue allemande des essais sur l'art de Toulouse-Lautrec, Steinlen, Fantin-Latour, Paul Leleu, Marcellin Desboutins, Paul Renoir, Louis Legrand, Gustave Leutre ou Charles Côté, parmi d'autres. Alors, sa ligne est assez difficile à définir en termes théoriques ou même esthétiques, mais des noms reviennent sans cesse dans ses textes, comme ceux d'Alphonse Legros, Daniel Vierge ou Bernard Nodin. On y lit aussi son goût de l'invention et de la technique, qu'il fait s'intéresser de près aux nouvelles machines et procédés, et on note également ses moqueries récurrentes sur le cubisme, avec un K évidemment, et sa connaissance des rouages du marché de l'art, tout autant que celle du milieu des amateurs. Alors, on ne sait pas comment Clément Janin rencontra Doucet, mais il est intéressant, je crois, de souligner que, comme René Jean et Albert Vuaflard, qui sont les deux autres piliers de cette bibliothèque, il affichait un profil d'autodidacte, sensible au langage managérial, amateur de mots anglais, fasciné par les fortunes américaines, ainsi que par l'idée que les revenus de la modernité capitaliste pourraient alimenter des artistes artisans retirés dans le culte des traditions ancestrales. Et la feuille de route que nous lui connaissons semble avoir été rédigée pour plaire à Doucet, tout en faisant place à une vision personnelle et fondamentalement ouverte de l'art de l'estampe.
Il s'agit en fait d'un programme qui permet de satisfaire le goût du mécène pour les épreuves rares, les épreuves uniques, les épreuves chères, tout en définissant une politique générale ancrée dans la prospective et l'affirmation du soutien à un médium par nature multiple. Un programme qui reposait sur un budget important mais maîtrisé, tourné vers la promesse d'investissement à forte rentabilité. Et le langage de l'argent, l'idée de l'œuvre d'art comme placement, est particulièrement marquant quand on lit les critiques et les conférences de Clément Janin, qui insiste régulièrement sur les prix élevés de telle ou telle planche en vente publique, sur les profits réalisés par les collectionneurs et les marchands, et qui incite aussi ses amis artistes à séduire les collectionneuses américaines à l'aide de stratagèmes plus ou moins efficaces. Alors le programme de Clément Janin assume une défense qui est assez audacieuse de l'art de l'estampe, qui prend en compte sa double dimension, originale et documentaire, avec tous les guillemets possibles évidemment, double dimension qui est présentée à la même époque comme un élément structurant de son histoire par les premiers universitaires français à s'intéresser à ce médium. Il se montre vraiment soucieux, on l'a largement vu aussi, de couvrir l'ensemble de ces domaines du point de vue des fonctions comme des techniques, des territoires et des tendances esthétiques. Et cette ouverture n'est pas une simple volonté, je crois, de contenter le maximum de personnes et de nourrir une approche échantillonnaire. Elle correspond à une véritable prise de position en faveur de la diversité qui est assez radicale à une époque où le consensus est quasi absolu pour considérer que l'interprétation en fait, n'a plus sa place dans l'art de l'estampe. Consensus, on pourra en reparler aussi. Mais en tout cas, il a la volonté de soutenir cet art en péril, ça a été dit tout à l'heure aussi, et de ne pas se contenter d'acheter des estampes originales, en faisant notamment valoir les qualités techniques incomparables des interprètes. Et cela, je crois, est assez caractéristique de la place qu'il veut faire aux différentes voix de l'estampe et en quelque sorte à l'expression de ces minorités, qu'on les appelle minores, petits maîtres ou solitaires. Cette conception ouverte et engagée est défendue vraiment avec une grande persévérance au cours de sa carrière. Et il y a chez lui une quête de l'équité dans le jugement entre les médiums et les manières, qui est présentée tantôt comme l'abolition nécessaire de préjugés vus comme des privilèges de classe, tantôt comme une défense de parents pauvres, allant dans le sens d'une modernité symphonique où chacun serait appelé à trouver sa place et à faire entendre sa voix. Et sa conférence sur la gravure française au XIXe siècle de 1913, qu'il donne au sein de la Bibliothèque d'art et d'archéologie, débute ainsi par l'affirmation de l'existence persistante, au crépuscule de la Révolution française, d'une hiérarchie entre les arts de la gravure, destinée à être progressivement abolie au fil du temps grâce à l'action des artistes. Donc il dit ceci, « Le burin représente la noblesse, l'eau-forte la bourgeoisie, le bois et la lithographie le peuple. Vers le dernier tiers du siècle, Ferdinand Gaillard impose au burin sa nuit du 4 août, il lui enlève sa majesté, rayée technique propre, son esprit de caste, et le fond en quelque sorte dans la bourgeoisie. » Et à lire Clément Janin, on est d'ailleurs frappé par la façon dont il cherche au fil de ses textes à ordonner non pas des classes et des hiérarchies, mais des familles d'artistes, sinon d'esprits, familles dans lesquelles des ancêtres sont sans cesse redécouverts et susceptibles de donner vie, par leur exemple singulier, à des formes renouvelées. Il écrit ainsi que chaque tempérament d'artiste a son correspondant dans le passé et que des ancêtres artistiques peuvent être découverts chez les Japonais, les Russes, les Persans, les Chinois. Et cette liberté du graveur à choisir sa famille, à recréer son ascendance par l'étude des maîtres du passé, n'est aucunement en contradiction avec un très grand intérêt envers l'hérédité et la généalogie, auquel Clément Janin attache en même temps une importance vraiment considérable dans ses textes. Et il s'agit bien, donc, pour lui, à travers les collections du cabinet, de visualiser un arbre généalogique en développement continu dans lequel le maximum de graveurs et de profils artistiques doivent être représentés en fonction des possibilités du marché. Alors, il va sans dire qu'appliquer un tel programme nécessitait d'avoir des moyens, mais aussi du temps, et que tous les chantiers envisagés ne purent être lancés au même moment. On est toutefois rétrospectivement impressionné par l'énergie qui est déployée par Clément Janin et par les résultats de son action. Tout en continuant à écrire, évidemment, et notamment à se consacrer à ce qu'il considérait comme son œuvre la plus importante, sa Judith vaincue, qui est un roman paru en 1914. Il se lança donc avec le soutien de Doucet dans un mouvement intense d'acquisition et de valorisation qui nécessitait une veille permanente sur les opportunités, une connaissance fine du marché et de ses acteurs, la fréquentation assidue des artistes et de leurs éventuels ayants droit, ainsi que la connaissance de la scène critique, littéraire et scientifique.
Il dut dans le même temps déployer ses capacités diplomatiques au sein de la bibliothèque pour demeurer en bons termes donc à la fois avec René Jean, qui était étiqueté le spécialiste de l'art contemporain et qui avait les oreilles de Doucet, et avec son rival Vuillaflard, bibliophile qui tenait notamment les rênes de la Société pour l'étude de la gravure française, conçue comme un organe de défense d'un art national. Et il semble que les vues de Clément Janin se soient accordées sans problème avec celles des promoteurs de cette société, qui visaient à souligner la continuité de l'école française dans le domaine de l'estampe, depuis le Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle, et à assurer, donc on l'a vu aussi, la production de sommes, récits et catalogues sur les artistes les plus représentatifs de ces diverses orientations. Et Clément Janin donc consacra énormément de force, avec ses assistantes successives, Marthe Dupré et Madeleine Couder, au travail d'organisation du cabinet, tout en faisant face aux sollicitations des artistes, des amis plus ou moins proches de Doucet, des intercesseurs de toute nature, auxquels il mettait un point d'honneur à répondre. Et aux acquisitions qu'il menait auprès des marchands et des artistes, qui sont des acquisitions qui demandaient l'envoi, le choix, le paiement des pièces retenues et le retour en bonne et due forme des pièces non retenues, avec vraiment toute une logistique très importante. S'ajoutait pour lui donc le travail d'inventaire, de catalogage et de montage également des pièces, un montage auquel Clément Janin accordait beaucoup d'importance et qui, par sa qualité, permettait selon lui, je cite, aux œuvres de gagner en rareté. Ce travail était encore augmenté par l'écriture et l'organisation d'expositions dans différentes galeries, comme celle des œuvres d'Eugène Viala, dont il s'occupe chez Manzi en 1914, au moment même où se déroulait la vente Roger Marx, dans laquelle il acquit, je cite, quelques pièces admirables pour la bibliothèque, ça a été dit, mais aussi des pièces pour sa collection personnelle, et notamment, je cite, une splendide épreuve de Legros sur un papier ancien merveilleux. Alors la lassitude ne se fait jamais sentir dans sa correspondance, à travers laquelle on devine pourtant la masse de travail en attente et de chantier en cours, ainsi que le surmenage auquel il est soumis. Il présente régulièrement ses excuses pour ses lettres décousues, qu'il attribue au fait d'être, je cite, bousculé et dérangé à tout bout de champ, et il laisse entrevoir les centaines de gravures qui arrivent tous les mois dans l'espace qu'il occupe rue Spontini. Alors, au milieu de ce quotidien de correspondance, prospection et mise en place, Clément Janin tient également un rôle d'enquêteur, quasiment d'ethnologue, en vue de constituer des ressources pour les historiens et critiques d'art à venir. Ces achats s'accompagnent en effet systématiquement d'un recueil de témoignages auprès des artistes et de leurs proches, recueil destiné à nourrir la composition des biographies et catalogues que le cabinet souhaitait constituer. Par manque de temps, ces enquêtes furent souvent déléguées aux artistes, chargés de rédiger leur autobiographie et de l'envoyer aux conservateurs une fois leurs œuvres acquises, comme on peut le voir dans la lettre que Clément Janin envoie à Bertha Zuricher en octobre 1911, que je remercie vraiment Mathias Fischer de nous avoir transmise, où donc, après avoir signalé à la graveuse que, je cite, le cabinet est public et fréquemment visité par les amateurs et les conservateurs des musées de France et de l'étranger, il formule une demande qui est la suivante. Je vous demanderai de bien vouloir établir un petit catalogue, ou tout au moins une liste de votre œuvre gravée, et d'y joindre une note biographique, avec l'explication des buts d'art que vous poursuivez. Cela nous aidera à établir votre catalogue définitif et la notice sur votre personnalité. Et on retrouve ensuite les traces de ces enquêtes de personnalité dans les articles rédigés par Clément Janin, où le récit des origines et de la formation tient une place fondamentale, voire démesurée dans certains cas. Elles correspondent à une ambition de collecte qui est personnellement soutenue par Doucet, qui, dans le cadre de la Société pour l'étude de la gravure française, toujours, proposa la subvention, je cite, de monographies de graveurs contemporains, nourries de la collaboration entre les historiens et les artistes ou leurs héritiers immédiats, afin de permettre la conservation de 1000 détails intéressants. Et s'il y a là donc une parfaite concordance entre les deux hommes, les plans de Clément Janin semblent avoir été régulièrement modifiés, remis en place ou élargis par Doucet, dont la figure surgit au fil des archives pour imposer l'achat d'œuvres aperçues dans un salon ou pour demander la mise en relation avec un artiste dont on lui a suggéré le nom. À d'autres moments, des estampes achetées directement par le mécène rejoignent le cabinet. Et la structuration des acquisitions laborieusement pensées par le conservateur était ainsi susceptible d'être remodelée par à-coups, sans véritable plan ou argumentaire.
Et il me semble que les acquisitions d'artistes étrangers prirent parfois des formes qui lui déplurent, ou en tout cas le détournèrent de ses objectifs, puisque, comme Victor l'a montré ce matin, son désir profond était en fait de, je cite, « montrer le développement de l'art national et d'en faire comprendre clairement l'évolution, d'en souligner les directions parfois contradictoires, rayées, divergentes », comme donc il l'explique dans son programme. Et dans cette optique, les graveurs notoires de l'étranger étaient surtout pensés comme des pierres de touche de la production française. Et on soupçonne parfois cette divergence avec Doucet, qui est au contraire vraiment très enthousiaste vis-à-vis de l'élargissement des horizons de son cabinet. On le comprend dans le laconisme qui accompagne certains ordres d'acquisition, ou encore dans la formulation d'un refus à un graveur comme Karl Schmoll von Eisenwerth, qui est l'auteur donc en 1912 d'une lettre dans laquelle il proposait un achat de ses œuvres, lettre en marge de laquelle Clément Janin écrit ceci : « Notre cabinet moderne, qui est en voie de formation, consacre tout son effort aux artistes français et ne s'occupera que plus tard des artistes étrangers auxquels il se réserve de faire appel directement. » De la même manière, son aversion envers le cubisme ou une certaine gravure en couleur transparaissent dans ses critiques. Le conservateur ne froissa cependant, semble-t-il, jamais son mécène et s'attacha à entendre ses choix tout en cherchant à lui faire accepter les siens. Les lettres de ses amis artistes montrent bien la confiance qu'ils avaient en sa capacité à tenter Jacques Doucet en leur faveur. Et Clément Janin parvint d'ailleurs apparemment sans aucun problème à faire entrer rapidement les ensembles donc, de Paul-Émile Collin, André Daucher, Émile Roustan, Eugène Viala et Henri Verger-Sarrat, autant d'artistes qu'il soutenait de longue date et qu'il fit bénéficier de sa politique de communication. Car Clément Janin œuvra en effet en faveur de la médiatisation du cabinet et des artistes qui y étaient représentés, en cherchant à l'inscrire fortement dans le paysage des collectionneurs comme dans l'histoire de l'art contemporaine. Il publia de nombreux articles dans des revues comme la Gazette des Beaux-Arts à propos d'acquisition de la Bibliothèque d'art et d'archéologie et de leur caractère représentatif de différents types de modernité. Alors, je prendrai comme exemple son article paru en 1913 dans Art et décoration à propos des œuvres du graveur Achille Ouvray, décrit comme le type de l'artiste cosmopolite ayant élu Holbein comme son maître dans le passé. Le conservateur y présente ces portraits qui ont été évoqués ce matin par Nathalie, portraits qui, je le cite, témoignent d'un modernisme supra-aigu, d'une psychologie pour ainsi dire internationale, qui est moins d'aujourd'hui peut-être que de demain. Et il ajoute prémonitoire, de plus en plus écloront ces fleurs étranges de sensibilité, produits de la fusion des races et dont la complication raffinée étonne encore notre relative simplicité. Donc l'article est largement illustré et Clément Janin donc précise évidemment en note, l'œuvre gravée et la plupart des dessins ici reproduits figurent au cabinet d'estampes modernes de la Bibliothèque d'art et d'archéologie. Donc s'il assure ainsi la valorisation et en quelque sorte le service après-vente de l'acquisition du travail d'Ouvray, on devine cependant sa perplexité face aux options de l'artiste, dont les grandes estampes en couleur sont décrites comme relevant d'un art décoratif, conçu, je cite, pour s'harmoniser avec les parois blanches et les meubles en bois clair de nos intérieurs actuels, aussi bien qu'avec les teintes violentes, véritables orchestres de cuivre de certains ensembliers. Et tout ça n'est pas franchement un compliment quand on a beaucoup lu Clément Janin. Mais celui-ci assume clairement sa qualité de conservateur, c'est-à-dire garant des choix de son mécène, attentif aux parcours individuels et aux destins divers des artistes regroupés dans son cabinet, artistes qui appartiennent à une famille qu'il convient donc de défendre dans son ensemble, en choisissant pour chacun les moyens les mieux appropriés, et ici donc art et décoration. Et ces textes donc prennent une tournure bien différente, plus individuelle, plus intime et convaincue, lorsqu'il évoque d'autres membres de cette famille et d'autres types de graveurs dont l'œuvre est acquise de manière assez large par son cabinet. Et je voudrais terminer par la question des convictions personnelles de Clément Janin et la façon dont il mit à profit sa fonction auprès de Doucet pour sauver certains graveurs et subventionner leur production, selon un modèle d'encouragement qui préfigure assez largement les dynamiques de constitution de la bibliothèque littéraire du mécène, engagé avec l'aide très active de Suarez et Breton. Car, vous le savez, Jacques Doucet a ouvert, à la suite à la Bibliothèque d'art et d'archéologie, une bibliothèque littéraire où il a collectionné les manuscrits d'écrivains. Clément Janin, en tout cas, insiste dans son programme sur la nécessité d'aider pleinement les graveurs. Donc il dit ceci, « Au point de vue de l'encouragement à donner à la gravure et aux graveurs, le cabinet ne limitera pas son action à l'achat de planches à des artistes vivants, ce qui est l'encouragement type et le plus noble, rayé, efficace,
qui soit, puisque l'artiste a la possibilité de vivre de son talent sans compromission d'aucune sorte. Mais il ira plus loin encore dans sa sollicitude pour la gravure et dans son désir de voir l'estampe moderne française donner sa plus belle floraison. Et on comprend bien qu'il ne s'agit pas simplement d'acheter, mais vraiment de favoriser, voire d'induire certains types de créations et d'offrir à leurs auteurs une vie, en quelque sorte, libérée. Donc je voudrais ici m'intéresser à ce que nous apprennent les correspondances conservées sur la façon dont Clément Jeannin s'y prit concrètement pour extraire certains artistes de la misère, du découragement et de la compromission avec le public et le marché, selon ses termes, et en particulier donc ces primitifs, alors j'avais là aussi mis des guillemets, donc ces primitifs tenaces qu'il affectionnait, ces artistes travaillant hors de Paris, plus susceptibles que les autres de ne jamais être remarqués, des primitifs qu'il connaissait personnellement et pour lesquels sa nomination fut une bénédiction. Dès le départ, Clément Jeannin les mentionne dans son programme comme devant figurer au sein du cabinet dans des termes qui sont encore assez vagues. Donc il dit ceci: « Une place également doit être réservée aux indépendants, aux curieux, aux solitaires, qui, pour donner une note parfois étrange, n'en sont pas moins dignes d'observation. Il y a notamment des artistes provinciaux que Paris n'a jamais attirés ou pu retenir et qui travaillent dans le silence de leur campagne lointaine. Ceux-là, souvent impulsifs et frustes, éloignés par système de tous les salons, donnent néanmoins une salutaire leçon de spontanéité dans l'expression et, au moral, de force et de volonté. » Et cette suggestion donc, permettait de souligner l'existence d'artistes qui reçurent, dès la prise de poste de Clément Jeannin, des propositions d'acquisition importantes. Donc, parmi eux figurait Pierre-Georges Jagnot, qui était un ami de longue date du conservateur, qui, s'il ne peut pas, je crois, être considéré comme un primitif lui-même, était un grand amateur de scènes primitives qu'il observait notamment en Bretagne. Donc il écrivait à ce sujet à Clément Jeannin, il y a une grande correspondance, je le cite, qu'il y a un coin de sauvagerie indispensable à l'affirmation du caractère et que les gens trop civilisés ne sont en art que des lavettes. Et dès septembre 1911, donc, il félicitait son ami pour son nouveau poste et se montrait particulièrement heureux de le voir présider à la naissance de cette nouvelle institution, très utile à tous. Il lui promettait que dès son retour à Paris, il rassemblerait l'ensemble de son œuvre, dessins préparatoires compris, afin de le porter rue Spontini, où Clément Jeannin se chargerait de suggérer son acquisition en bloc à Doucet. Donc il dit ceci, je vais vous lire, c'est assez mal écrit. « Je vais vous mettre de côté ce que je pourrais avoir des épreuves d'État et d'épreuves uniques, souligné épreuves uniques, pour légitimer aux yeux de votre patron, et cela pleinement, le prix de 1 500 francs. Maintenant, je puis vous réserver des dessins dont j'ai un carton plein pour un prix à débattre. Vous savez, ma manière de travailler, c'est toujours la même. Il y a des dessins complètement faits qui n'ont pas servi, des dessins d'après nature, des mouvements cherchés de 3, 4 façons, si ça peut vous intéresser, je vous les garde. Je n'ai pas de dessins originaux des hors-textes, mais j'ai ceux de petits paysages en tête, plus tous les calques qui ont servi à les reporter sur cuivre. J'aimerais mieux conclure l'affaire d'un bloc avec vous qu'en détail avec des amateurs, bien que dans ce dernier cas, elle me rapporterait sans doute davantage. » Donc c'est un peu le contraire d'Émile Bernard. Alors, on pourrait vraiment multiplier les exemples qui sont assez attendus de cet opportunisme qui conduisit plusieurs proches du conservateur à proposer la vente au prix fort de leurs travaux préparatoires, peut-être les plus insignifiants, voire, cela a été suggéré aussi ce matin, à adapter leur processus de production à la politique de valorisation de l'acte créatif mise en avant par Clément Jeannin pour justifier donc l'acquisition d'œuvres complètes. Mais je préférais, pour terminer, revenir rapidement donc, sur le cas de Jean Frélot, peintre et graveur installé en Bretagne, que Clément Jeannin considérait comme l'un des plus grands artistes de la période et auquel il consacra de nombreux textes. Il s'engagea vraiment au cours de sa vie en sa faveur et obtint en retour de sa part une reconnaissance absolue qui se matérialisa par de nombreux dons. Clément Jeannin fit acquérir à Doucet de multiples œuvres de Frélot à partir de 1911. On a aujourd'hui plus de 340 œuvres dans le cabinet, permettant en fait à l'artiste de vivre enfin de son art, mais aussi d'élargir ses perspectives en s'autorisant à épouser une jeune femme et à fonder une famille qui deviennent à partir de ce moment des personnages extrêmement récurrents de son œuvre et donc des collections de la bibliothèque. Et à lire les lettres qu'échangent Frélot et Clément Jeannin, qui sont toutes deux conservées et donc qui sont vraiment très intéressantes à bien des aspects, mais aussi pour vraiment la politique de Clément Jeannin, on peut parler donc d'une sorte de politique ciblée, sociale et familiale, sinon matrimoniale,
visant à favoriser le bonheur personnel des artistes dans l'idée de libérer leur créativité et de les soustraire à une vie de bohème forcément néfaste sur le long terme. Donc Frélo remercia vraiment durant toute son existence les deux hommes de l'avoir sauvé en lui permettant de trouver donc le calme nécessaire à sa pratique, mais aussi, donc je le cite, de se fiancer et vivre enfin de la vie patriarcale après des années de misère et d'établir donc sa vie sur une base solide et très belle. Donc il écrit par exemple au conservateur ceci, mais on pourrait multiplier les exemples, il le dit 10 fois dans les lettres. C'est grâce à lui, Doucet donc, à vous, que je me suis décidée à cette grosse responsabilité de créer une famille. Et je ne l'aurais pas entrepris si l'espoir de vivre plus certainement de mon métier ne m'était apparu depuis que vous m'avez fait entrer à la bibliothèque Doucet. Et les missives de Clément Janin à Frélo, qui sont, donc, je le disais, très instructives quant à ses goûts et quant à la nature de son implication concrète auprès de certains artistes, dessinent aussi à de rares occasions un portrait de Doucet semeur de bonheur qui résonne avec certains épisodes ultérieurs, et notamment avec le mariage d'André Breton avec Simone Kahn, que Doucet rendu possible en fait, en constituant une sorte de dot au jeune homme pauvre qui était breton. Donc Clément Janin dit ceci à Frélo après avoir appris son mariage. « Je suis très heureux de la nouvelle que vous m'annoncez, et plus encore d'en être la cause indirecte. Si votre bonheur est au prix des quelques billets bleus que je vous ai fait avoir, bénie soit la fortune qui permet un tel résultat. Mais il ne faut pas oublier l'homme généreux, sans qui mes bonnes intentions seraient restées stériles et votre bonheur en suspens. Je sais bien que vous ne l'oubliez pas, mais il faut le lui manifester. Prenez donc votre meilleure plume et annoncez-lui la chose à la bonne franquette, sans vous soucier d'autre chose que de lui exprimer la gratitude qui lui est due. Il en sera sûrement touché et verra que ses encouragements à la gravure ont des contre-coups inattendus qu'il sera loin de dédaigner. Car M. Doucet aime à semer autour de lui cette plante rare qui est le bonheur, et pour une fois qu'elle germe, il ne serait pas juste qu'il l'ignorât. Et je veux vous laisser le soin de le lui apprendre. » Et je pense qu'on lit dans ce passage, qui est assez caractéristique du fonctionnement parfois très affectif de la bibliothèque d'art et d'archéologie, à la fois donc une victoire personnelle de Clément Janin et une partie de la mécanique qu'il sut mettre en place pour engager Doucet à le suivre dans certaines de ses idées, tout en œuvrant donc pleinement à accueillir et à organiser les idées du couturier. Je m'arrêterai là. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Pascal, de cette dense communication qui humanise en fait aussi ce fonctionnaire qui n'en est pas un, on ne sait trop, mais qui lui donne du relief et qui peut-être, je dirais, complexifie les approches qu'on peut avoir aussi de ce type de personnage institutionnel un peu étrange entre deux eaux. Est-ce que quelqu'un voudra prendre la parole ? Merci beaucoup, Pascal, pour cette présentation. Je ne sais pas si ça humanise Clément Janin. Je ne suis pas sûr que ça l'humanise d'une façon extrêmement sympathique, mais passons. Ça dépend sans doute des points de vue. Je me demandais, en vous entendant, si quand même on ne peut pas insister un petit peu plus sur les ratés de Clément Janin et en pensant à la bibliothèque littéraire, ne pas se dire que quand même, entre Suarez, Breton d'un côté et Clément Janin, René Jean de l'autre, il y a une différence assez importante en termes de vision, en termes de complexité de la pensée, en termes d'insertion dans un milieu qui n'est pas seulement le milieu technique, ou d'amateur de technique, mais un milieu extrêmement large de la pensée, de la vie intellectuelle du pays, de la vie intellectuelle internationale, etc. Et si quand même tout ce que vous nous avez montré, et tout ce qu'on sait par ailleurs de Clément Janin, c'est un peu ce que j'ai dit hier en ouvrant cette séance, c'est-à-dire sur la tendance à faire de la géographie avec Clément Janin d'un côté et à le faire nettement moins à propos de Doucet, n'est pas quand même... il y a pas, on ne peut pas faire à la fois ce que vous avez fait et dire un certain nombre de choses, c'est-à-dire dire que certains fonds d'estampes qui comptent aujourd'hui parmi les plus importants de la BA sont rentrés plutôt contre l'avis de Clément Janin que à partir d'un avis extrêmement positif. C'est le cas de Matisse, encore une fois, c'est celui que je connais, donc je peux difficilement parler du reste, et malheureusement, je n'ai pas pu suivre beaucoup de communication de ces 2 journées. Tout ce que j'ai entendu était vraiment passionnant, donc merci à tous et à toutes
Voilà, je ne sais pas comment... Est-ce que ma position est trop caricaturale? De ce point de vue-là, elle est celle d'un moderniste, certainement. Mais il y a au fond de ça quelque chose dont j'ai entendu un certain nombre d'éléments dans des discussions qui ont eu lieu après des communications ou dans des communications, qui est quand même le fait qu'il y a un milieu des amateurs d'estampes auquel appartient Clément Janin de façon évidente, qui se préoccupe de questions techniques essentiellement, et pour qui l'insertion dans des grandes questions beaucoup plus larges, je parle même pas, vous avez parlé de politique, voilà, si on parle de politique à propos d'André Breton, il y a une hauteur de vue qui est quand même assez différente de celle qu'on a avec Clément Janin, dont on ne peut pas se dire que finalement un des... J'ai du mal à ne pas faire de jugement de valeur, hein, je sais, et je sais que beaucoup pensent que c'est très très mal de faire des jugements de valeur sur ce genre de choses. Mais si on ne peut pas se dire que heureusement qu'il n'y avait pas que Clément Janin dans cette aventure. Pardon de... C'est surtout que c'était une question un peu longue et je pense que c'est ce à quoi mène nécessairement l'étude approfondie de Clément Janin, en fait, parce qu'on se rend compte que ce qui l'intéresse vraiment, lui, c'est pas du tout ce qui intéresse Doucet, et il a une optique qui est une optique assez traditionnelle d'amateur d'estampes, en fait, qui veut se projeter dans un futur qui pense qui n'existe plus, en fait, je pense. Mais globalement, je suis assez d'accord maintenant avec ce que vous avez dit, mais je pense quand même qu'il mérite, Clément Janin, d'être étudié pour justement, ne serait-ce que pour mieux comprendre Doucet. Oui, pour lui-même aussi. Mais dans l'optique de Doucet, enfin, vous aviez une question extrêmement longue quand même, donc c'était pas vraiment une question, c'est plutôt une autre intervention. Globalement, je suis d'accord aussi. Marie Gispert. Merci beaucoup, Pascal. Moi, j'aurais une question. Alors, j'ai noté quelque chose, je crois qu'il était dans une lettre à Bertha Zuricher, où il évoque un cabinet public et fréquemment visité. Tu t'es beaucoup placé du côté de ses relations avec les artistes et de ce que ça changeait dans la vie des artistes, ses acquisitions, etc. Est-ce que dans les correspondances que tu as pu feuilleter, cette question du public, parce qu'il en était un tout petit peu question ce matin à propos des Suédois, que finalement, ça pas, enfin, le fait qu'il y ait des Suédois dans le cabinet, ça n'avait pas changé grand-chose à l'historiographie française de l'art suédois. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as l'impression que ça l'intéressait, qui est rentré en compte dans ses acquisitions, ou finalement, cette question de la pédagogie, du rapport avec le public, c'était plutôt ce qu'on trouvait dans la lettre d'intention, et que finalement, c'est des choses qui apparaissent peu par la suite? Je dois dire qu'on ne sait pas grand-chose sur la fréquentation réelle du cabinet. Je pense j'ai l'impression qu'il n'y a pas la même comptabilité des visiteurs pour le cabinet et pour la bibliothèque d'art et d'archéologie elle-même, ce fameux fichier des lecteurs. Il y a assez peu finalement à la fois d'artistes graveurs qui se trouvent dans ce fichier des lecteurs. Et parmi les amateurs d'estampes, il y a beaucoup de personnes dont on sait qu'elles visitaient le cabinet qui ne figurent pas dans ce fichier. Donc je sais pas, il y a une sorte de double entrée peut-être, ou de double comptabilité. Clément Janin publie énormément sur son cabinet. Ça fait partie vraiment de ses activités. Donc, il valorise beaucoup d'acquisitions, et en particulier donc, les acquisitions qui lui plaisent. Je pense par exemple à son article sur le Bernard Naudin qu'il achète, donc l'ouvrage d'Aldebert von Chamizo. Et donc, on a l'impression qu'il essaie sans cesse de faire venir du monde pour intéresser à son cabinet, mais j'avoue que je n'ai pas vraiment d'idée de la fréquentation de ce cabinet.
Et dans les lettres aux artistes, il n'en parle pas. Enfin, il ne dit pas votre œuvre va être vue par tant de personnes en rentrant dans... Il dit qu'il rencontre des gens, mais il parle très très peu. Si, alors il y a une des mentions que j'ai vues justement dans la correspondance à Frélo, c'est Jeanne Bardet qui vient au cabinet et avec laquelle il regarde des estampes. On sait que les artistes viennent pour déposer leurs œuvres, ça on le sait, mais on n'a pas des traces non plus dans le fichier des lecteurs. On voit à travers la correspondance qu'ils viennent pour proposer des œuvres à l'acquisition. Donc, concrètement, ils amènent des cartons et puis ils les laissent pendant une durée qui peut être de quelques semaines à quelques mois parfois. Mais c'est assez mince, en fait. On n'a pas vraiment de systématisme. Enfin, je ne sais pas si vous avez réussi à repérer ça à la bibliothèque. Ça m'a semblé assez difficile. Un des plus beaux témoignages qu'on avait, c'était dans le livre de Bourcard qui s'appelle « L'amateur d'estampes », où là, il y a une page entière sur le cabinet, la générosité de Doucet, etc. Merci. Emmanuel ? Je vais surtout pas dire que je voudrais rebondir sur ce que vient de dire, sur ce qu'a dit Éric tout à l'heure, mais je vais simplement prolonger ce qu'il a dit. Enfin, à savoir qu'en fait, Clément Janin représente le goût pour la modernité dans ce qu'il a de plus conventionnel. C'est-à-dire qu'il est absolument persuadé d'être un moderne en ce qu'il défend l'estampe originale. C'est son grand combat, l'estampe originale, contre un goût qui, à ses yeux, est réactionnaire, c'est-à-dire l'estampe de reproduction. Donc, il défend l'estampe originale et, ce faisant, il défend ce qu'il y a de plus conventionnel dans le jugement sur l'estampe, qui est celui, au fond, des amateurs de son temps. Tous les amateurs, quand on regarde les catalogues, tout ce qui se vend, il n'y en a que pour le père, que pour... alors, on pourrait en citer d'autres. Tout à l'heure, on a parlé de Paul-Émile Collin. Enfin, toute cette veine, mettons, juste milieu, qui adapte plus ou moins donc le japonisme à l'illustration, un art parfaitement illustratif, fait pour les bibliophiles, et qui représente socialement aussi l'amateur d'estampes. Que sont les amateurs d'estampes? Ce sont au fond des bourgeois parisiens de province, souvent des professions libérales, des gens qui ne sont pas de grands collectionneurs au sens, je sais pas, de Beurdelais, ou etc., des gens très fortunés. Et au fond, c'est la modernité conformiste. Je pense que l'estampe a été vraiment le foyer, le terreau d'une sorte de modernité conformiste à la belle époque, qui ignore évidemment souverainement tout ce qui peut être un peu expérimental. C'est-à-dire qu'en effet, c'est très étonnant de voir l'extraordinaire collection d'Émile Bernard. On n'a pas de source, et c'est assez frappant de ne pas savoir exactement comment sont rentrés ces Émile Bernard, qui sont pour le coup complètement expérimentaux et qu'on ne voit jamais dans les ventes publiques à cette époque. On sait seulement qu'ils sont rentrés avant 1913, et très certainement, ce n'est pas par le biais de Clément Janin. Ces épreuves qui, au fond, sont trop détonnantes pour être... Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'est pas réactionnaire, il est comment dire, bourgeoisement moderne. Une dernière question. Non. Eh bien, écoutez, on va justement enchaîner sur un ensemble très particulier de ce cabinet qu'on a eu la chance d'ailleurs de voir hier au soir. J'ai le plaisir d'accueillir Céline Chicha-Castex, qui est conservatrice en chef au département des estampes et de la photographie de la BNF, où elle dirige le service de l'estampe moderne et contemporaine, de l'affiche et du dessin de presse, et où elle est également chargée du fonds d'estampes du XXe. Elle enseigne à l'école du Louvre dans la spécialité Histoire de l'estampe et intervient à l'Institut national du patrimoine.
L'œuvre imprimée tient une place importante dans ses recherches depuis ses premiers travaux, qui portaient sur l'affiche touristique française de l'entre-deux-guerres et la gravure cubiste. Elle a en outre assuré le commissariat de très nombreuses expositions, parmi lesquelles peuvent être citées les impressions de Perrin Leschenski en 2005, Zhao Woki, estampes et livres illustrés en 2008, toujours à la BNF, Hans Hartung, ou encore plus récemment Le Monde de Topor en 2017. À l'international, elle a notamment été commissaire pour Matisse Drawing Life en 2011 à Brisbane en Australie, et Picasso et l'art ancien à travers les estampes de la collection de la BNF, exposition présentée en itinérance au Japon en 2019. Elle partage aujourd'hui le fruit de ses recherches sur l'estampe des fauves dans les collections de la bibliothèque de l'INHA. On vous écoute. Bonjour à tous. Donc, je remercie Pascal et Hilaria de m'avoir sollicité pour participer à ces journées d'études. Et puis, je remercie également Nathalie Müller, que j'ai beaucoup embêtée, qui m'a facilité l'accès aux estampes et aux archives de la bibliothèque de l'INHA. Lorsque je me suis engagée il y a quelques mois à faire cette étude sur l'estampe des fauves dans les collections de la bibliothèque d'art et d'archéologie, à vrai dire, je ne mesurais pas que la tâche serait aussi ardue. Je pensais pouvoir trouver très facilement, à partir de numéros d'inventaire portés sur les estampes, des informations qui me permettraient de rebondir sur des registres d'inventaire et trouver aussi ainsi la provenance des œuvres, du corpus à étudier. Je pensais également trouver dans les archives de l'INHA des documents comptables qui me permettraient de retracer l'histoire de ces œuvres. Or, j'ai rapidement constaté que les sources conservées dans les archives de la bibliothèque de l'INHA étaient très lacunaires, comme beaucoup l'ont constaté au cours de ces journées. En effet, les œuvres ne portent pas de numéro d'inventaire et il n'y a pas d'inventaire à proprement parler pour les estampes de mon corpus. Alors, si on trouve quelques documents comptables, notamment dans une pochette qui rassemble des factures des achats faits à la galerie Kahnweiler, ces documents ne concernent pas toutes les estampes du corpus. Certains pans de cette collection ont toutefois déjà été étudiés. L'histoire des estampes de Matisse a notamment été abordée par vous, Monsieur de Chassé, dans le catalogue de l'exposition consacrée à Henri Matisse dans les collections Jacques Doucet, Le désir de la ligne, présenté au musée Angladon d'Avignon en 2022, dont vous assuriez le commissariat avec Lorraine Laz. Et donc, faute de sources, j'ai décidé d'orienter mon étude sur cette collection en dégageant de la singularité, par comparaison avec d'autres collections, et en premier lieu avec la collection de la Bibliothèque nationale, comme l'a fait hier Valérie Sueur-Hermel pour l'estampe impressionniste, et également des collections présentes dans des musées. Alors, la comparaison avec les collections de la BNF est un exercice assez masochiste, vous le verrez, puisque cette comparaison n'est pas à notre avantage. En constituant le cabinet des estampes modernes au sein de la Bibliothèque d'art et d'archéologie, Jacques Doucet voulait mettre à disposition des chercheurs et des artistes des œuvres utiles à leur recherche, mais il faisait également œuvre de mécène, comme nous l'avons vu à l'instant. Son souhait était en effet d'encourager les artistes graveurs, notamment ceux susceptibles d'avoir une influence sur les contemporains. Et il était également très soucieux d'encourager les artistes débutants, et cet encouragement passait bien évidemment par des acquisitions qui étaient faites souvent très peu de temps après la diffusion de leurs travaux. En cela, il se distinguait des collections publiques qui procédaient le plus souvent à des acquisitions d'artistes qui étaient déjà consacrés. Jacques Doucet disposait pour cela de moyens financiers qui étaient sans commune mesure avec ceux dont disposaient les institutions publiques pour leurs acquisitions. Au moment de la constitution de la bibliothèque d'archéologie, le fauvisme est un courant des plus contemporains. Et plusieurs artistes ayant pris part à ce courant, ayant pratiqué l'estampe, comme l'a montré Emmanuel Pernoud dans son ouvrage de référence sur l'estampe des fauves, il était logique que Doucet et ses collaborateurs s'y intéressent. Ces estampes sont donc bien représentées dans les collections, dans le cabinet des estampes modernes de la Bibliothèque d'art et d'archéologie, avec des œuvres de Derain, Vlaminck, Matisse et Dufy, mais j'ai concentré mon étude sur l'étude des œuvres de Derain, Vlaminck et Matisse.
Alors, comme vous le savez, Derain et Vlaminck ont partagé un atelier commun à Chatou dans lequel ils ont pratiqué l'estampe, pratiqué la gravure, plus exactement la gravure sur bois, après avoir vu les œuvres de Gauguin lors de la rétrospective qui lui a été consacrée au Salon d'automne 2006. Derain créa ainsi une série de gravures sur bois de fil entre 1906 et 1908, avec des moyens très limités, des morceaux de bois, un canif, une gouge. L'avantage de la gravure sur bois de fil est qu'elle ne nécessite pas le recours à un imprimeur pour obtenir une épreuve. On peut en effet imprimer très facilement en exerçant une pression sur une feuille de papier posée sur la maîtrise selon la technique du frotton. Alors, on connaît 24 gravures sur bois de Derain qui sont répertoriées dans le catalogue raisonné consacré à son œuvre imprimée, qu'a établi Eva Gilbert dans sa thèse, catalogue qui, hélas, n'a pas été publié, parmi lesquelles cette gravure, 3 femmes, dont 2 accroupies. Ces gravures sont de dimension réduite, elles n'excèdent pas 30 cm de côté et la plupart font moins de 10 cm. Elles ont été tirées à un tout petit nombre d'exemplaires, quelques épreuves d'essai entre généralement 5, 6, maximum 8, vraisemblablement par Derain et peut-être avec l'aide de Vlaminck, avec des moyens de fortune. Elles ont pour thème la figure humaine, parfois isolée, parfois en groupe, et elles portent l'influence des masques africains, comme on peut le voir dans cette gravure, masques que Derain collectionnait. L'influence de Gauguin est également perceptible dans cette production. Ces gravures n'ont pas été conçues en vue d'une destination particulière, elles ont été cependant présentées au public à l'époque, notamment lors du Salon d'automne de 1907. Ces gravures ont été rapidement mises en vente à la galerie Kahnweiler, Kahnweiler ayant pris dans sa galerie en exclusivité Derain. Et c'est au vu de ces planches que Kahnweiler a confié à Derain l'illustration de L'Enchanteur pourrissant de Guillaume Apollinaire, donc sa première incursion dans le domaine de l'édition de livres de bibliophilie, livre pour lequel Derain a conçu 31 bois. C'est également à Derain qu'il a demandé de concevoir sa marque d'éditeur et de marchand, ces 2 coquilles que l'on peut voir ici sur le papier en tête de sa galerie. Alors, la bibliothèque de l'INHA possède 8 de ces 24 bois, 7 faisaient partie du cabinet Doucet. Donc, je vous les passe en revue. Donc, l'un de ces bois a été acquis en 1996 dans une vente organisée par la maison de vente Adair. Voilà, c'est celui-ci. Alors voilà, l'ensemble des bois du cabinet de la bibliothèque d'art et d'archéologie. Rien dans les archives de la bibliothèque ne permet de documenter la provenance de ces gravures. On ne connaît pas leur date d'acquisition, on ne sait pas auprès de qui elles ont été acquises, mais elles ont très certainement été achetées à la galerie Kahnweiler, peut-être par Doucet lui-même, peut-être par René Jean, on ne sait pas, puisque c'est en effet là que les autres collectionneurs de gravures de Derain se fournissaient à l'époque. C'est également, en effet, chez Kahnweiler que s'était fourni Roger Dutilleul, qui avait acquis une série de 15 bois le 8 décembre 1908. Dutilleul était en effet l'un des plus fidèles clients de la galerie. Il légua ces bois à son neveu Jean Mazurel avec l'ensemble de sa collection, qui en a fait don à la ville de Lille en 1979. Et ces gravures sont aujourd'hui conservées au musée de Villeneuve-d'Ascq avec les autres œuvres de la donation Mazurel. Alors, lorsqu'on compare ces 2 collections, la collection de la bibliothèque d'art et d'archéologie et la collection du Tilleux, on se rend compte que la collection du Tilleul, la collection qu'on trouve dans
que les bois de la bibliothèque d'art et d'archéologie présentent souvent des figures isolées, alors que ceux de la collection d'Ittiol présentent des figures en groupe. Il y a des figures isolées, mais des figures en groupe, des compositions beaucoup plus élaborées. Et il est peut-être possible que les bois de la collection Doucet étaient acquis après ceux de la collection du Tilleul, et que ces compositions élaborées n'étaient alors plus disponibles. Une autre série plus complète de 20 planches a été achetée à la même époque par les collectionneurs Hermann et Margrit Rupp, donc un couple de collectionneurs originaires de Berne, qui étaient également des clients très fidèles et même des soutiens de Kahnweiler. C'est d'ailleurs auprès de ce couple que Kahnweiler se réfugia en Suisse pendant la guerre de 14. Cette série est actuellement conservée à la Fondation Rupp au Kunstmuseum de Berne. On trouve dans les archives de la bibliothèque d'art et d'archéologie donc un dossier Kahnweiler dans lequel on trouve également une facture qui concerne un achat plus tardif fait à Kahnweiler d'une gravure de Derain. Donc il s'agit d'une pointe sèche, la Seine, qui a été achetée en 1914 pour la somme de 90 francs. Cette facture porte la mention « Oui, vu Jacques Doucet », ce qui laisse à penser que c'est Doucet qui a incité ses collaborateurs à acheter ces gravures de Derain à la galerie Kahnweiler. Il peut sembler étonnant que l'achat de ces gravures n'ait pas été suivi de l'achat de L'Enchanteur pourrissant de Guillaume Apollinaire, illustré par Derain et donc édité par Kahnweiler, comme je vous le disais tout à l'heure. On trouve un exemplaire de ce livre à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, mais il a été acquis plus tardivement. Il s'agit d'ailleurs de l'exemplaire personnel de Kahnweiler qui provient de la bibliothèque de Louise et Michel Léris. Et d'ailleurs, l'articulation entre le cabinet des estampes et la collection de livres au sein de la bibliothèque d'art et d'archéologie est quelque chose sur lequel il sera intéressant de revenir peut-être à l'occasion des questions à l'issue de ma communication. Alors, qu'en est-il de la Bibliothèque nationale? Alors, j'ai mis, pour cacher la misère, j'ai mis en très gros l'unique bois de Derain que nous conservons, mais qui est en réalité tout petit et qui n'est rentré dans les collections qu'en 1996, acheté, je pense, par Emmanuel, lorsqu'il était en charge de cette collection. Donc ce bois n'est pas présent dans la collection de la bibliothèque d'art et d'archéologie, mais il est présent dans les collections du Tilleul et Rupp. Pourtant, alors, les conservateurs de la Bibliothèque nationale se sont intéressés à l'œuvre de Derain. Jean Adhémar lui a consacré une exposition hommage très peu de temps après sa mort en 1955. Il exposa d'ailleurs à cette occasion les gravures fauves de l'artiste. Il montra 8 épreuves qui lui avaient été prêtées par Henri Petier et 12 prêtées par le collectionneur suisse Hermann Rupp. Mais cette exposition n'a pas été suivie d'acquisition. Alors, ces œuvres qui n'étaient pas éditées n'étaient pas soumises au dépôt légal. Et elles n'auraient pu rentrer dans les collections de la Bibliothèque nationale que par acquisition. Or, les crédits de l'époque étaient très limités. Les acquisitions onéreuses ne concernent pas que les estampes modernes, mais également les estampes anciennes et les photographies. Le budget d'acquisition était également utilisé pour l'acquisition de matériel de conservation et de documentation. Alors, je me suis penchée un petit peu sur les budgets d'acquisition entre 1911 et 1914, donc les budgets d'acquisition de la Bibliothèque nationale, pour voir quelle était la part des acquisitions d'estampes contemporaines, et je me suis rendu compte qu'ils étaient vraiment, effectivement, extrêmement limités. En 1911, par exemple, le budget avoisine les 15 000 francs, et la part consacrée à l'estampe contemporaine est de 2 000 francs. Et en 1912, le budget est de 22 000 francs et la part consacrée aux acquisitions contemporaines est de 1 100 francs. En 1913, le budget est de
presque 22 000 francs et la part consacrée à l'achat d'estampes contemporaines est de 1 300 francs. Et en 1914, le budget est de 13 000 francs et la part consacrée à l'acquisition d'estampes contemporaines est de 1 300 francs. Donc le budget oscille entre 1 000 francs et 2 000 francs. Donc sachant que, par exemple, l'estampe de la scène de Derain que je vous montrais tout à l'heure coûtait 90 francs, donc on pouvait à peu près acheter entre 10 et 20 gravures contemporaines. Au cours de la période qui nous intéresse, les quelques estampes artistiques contemporaines qui étaient achetées l'ont été pratiquement exclusivement auprès de la galerie Sagot, qui était à l'époque dirigée par Maurice Le Garec. Chaque année, un ensemble d'estampes était en effet acquis auprès de cette galerie. Il n'y avait pas d'acquisition auprès de la galerie Kahnweiler, qui les commercialisait, qui commercialisait également les œuvres de Vlaminck dont nous allons parler maintenant. Alors, parmi les 22 gravures sur bois que Vlaminck a créées dans cet atelier de Chatou partagé avec Derain et qui relève de l'esthétique fauve, gravures qui sont recensées par Kathleen Walter-Kirchen dans son catalogue raisonné. La Bibliothèque d'art et d'archéologie en possède 21, donc 21 sur 22. Vlaminck a en effet conçu dans un premier temps 3 bois dans le même registre primitiviste que ceux de Derain, qui donnèrent lieu à quelques épreuves d'essai et qui furent réimprimés et édités plusieurs années par la suite. La Bibliothèque d'art et d'archéologie possède 2 de ces bois, Au bordel, donc un bois de 1906, mais je pense que c'est la réédition, la réimpression que possède la bibliothèque, et Tête de femme, un petit bois de 1906 qui également a été réimprimé. Entre 1912 et 1914, Kahnweiler a édité une série de 12 gravures sur bois de l'artiste, parmi lesquelles cette tête de femme, qui est présente dans les collections de la Bibliothèque d'art et d'archéologie, ainsi que 18 paysages, que je vous montre, qui sont également toutes ces gravures sont dans les collections de la Bibliothèque d'art et d'archéologie. Alors, ces gravures ont été éditées par Kahnweiler et elles ont été imprimées par un imprimeur professionnel, Paul Biraud, qui imprima également les bois de l'Enchanteur pourrissant de Derain et qui a travaillé avec Kahnweiler jusqu'en 1923. Leur tirage était de 30 épreuves. Donc, c'était un petit tirage, mais un tirage tout de même plus conséquent que les premières gravures de l'artiste. L'achat de ces 18 gravures est bien documenté dans les archives de l'INHA, puisque des factures ont été conservées. En revanche, on ne sait rien concernant l'achat des premières gravures. Ces achats se sont faits en 2 temps par Clément Janin. Fin 1913, a été achetée une série de 11 planches, dont le port de Martigues et voile, pour 279 francs. Et en février 1914, ont été achetées 7 planches, dont le pont de Chatou, l'aqueduc du Pec, pour 184 francs. Signalons également que Kahnweiler a tenté de vendre des gravures à l'eau forte de Picasso pour le Saint-Mathorel, donc illustrant le roman de Max Jacob, et que Clément Janin a décliné cette proposition, car il n'appréciait pas Picasso. Il a qualifié les gravures pour le Saint-Mathorel de gratouillage insane du cuivre. Il parvint toutefois à vendre 2 planches de Braque, Vert et Pipe et Fox. Alors, par comparaison, on trouve 11 gravures sur bois de Vlaminck dans les collections du département des estampes de la Bibliothèque nationale, mais ces bois sont rentrés beaucoup plus tardivement. Le premier bois qui est entré dans les collections l'a été en 1946, grâce au legs du collectionneur américain Atherton Curtis, qui a légué à la bibliothèque une grande partie de sa collection d'estampes contemporaines et d'estampes asiatiques.
Puis d'autres achats, plutôt les premiers achats ont été faits dans les années 50, avec des achats réguliers faits auprès de la galerie Sagolo-Garec en 1956. En 1957, suivi d'un achat à la galerie Petier en 1958, donc la tête de femme que nous avons déjà vue. Et par la suite, les conservateurs se sont efforcés de combler les lacunes de la collection par des achats en vente publique ou en galerie jusqu'à ces dernières années. Donc, au Bordel est rentré en 89, le port de Martigues a été acquis en 94, l'Aqueduc en 89 également chez Prouté. Et Saint-Michel a été acquis en 90. Alors, je vous le disais, la collection de gravures de Matisse a été bien étudiée. Donc, après avoir créé quelques gravures en taille douce au début du siècle, Matisse a créé 3 gravures sur bois en 1906, après avoir pris connaissance des travaux de Derain et de Vlaminck. Donc là, vous avez le grand bois, qui est l'un de ces 3 bois. Et à la différence des bois modestes que je vous ai montrés de Derain et de Vlaminck, qui étaient restés à l'état d'essai, ceux de Matisse, comme vous le voyez, sont plus aboutis. Ils sont de grande dimension. Le grand bois fait à peu près 50 cm de haut. Et ils sont également imprimés à un nombre plus conséquent d'exemplaires. Ils sont imprimés à 50 exemplaires par l'imprimeur Clos, qui avait précédemment imprimé les œuvres des Nabis. Les épreuves sont signées, elles sont justifiées par Matisse. Ces gravures ont été exposées lors de la première rétrospective de Matisse, qui a été organisée à la Galerie Druet en 1906. On le sait, ces bois vont rester sans suite, Matisse abandonnant la technique de la gravure sur bois par la suite. La même année, en 1906, il va aborder la lithographie et créer une série de 15 planches déclinant le thème du nu féminin, lithographies qui sont créées et qui sont tirées à 25 épreuves, numérotées et signées, qui sont imprimées par toujours Auguste Clos. Comme les bois, ces lithographies furent exposées chez Druet. Les estampes fauves de Matisse, qu'il s'agit des gravures sur bois et des lithographies, sont entrées dans les collections de la Bibliothèque d'art et d'archéologie en 1913, lorsque Doucet fit l'acquisition de la totalité des estampes créées par Matisse jusque-là, depuis ses premières gravures conçues en 1900, notamment l'autoportrait de l'artiste, dont la bibliothèque possède plusieurs états, jusqu'aux créations les plus récentes. Doucet fit également l'acquisition de dessins de Matisse, et on sait qu'il était également en pourparlers avec Matisse pour acquérir des tableaux, ce qu'il fit après-guerre, achetant notamment le tableau Poisson rouge et palette qui se trouve aujourd'hui au Museum of Modern Art de New York. La Première Guerre mondiale va interrompre cet élan, avec toutefois l'acquisition d'un ensemble de gravures pendant la guerre de 14. En 1915, Matisse a proposé à la vente à Doucet, dans le cadre d'une opération de charité en faveur des prisonniers civils de Bohain en Vermondois, un ensemble de gravures. Alors, Éric de Chassé émet l'hypothèse assez plausible selon laquelle Doucet était à l'initiative de ces acquisitions et non les responsables de la Bibliothèque d'art et d'archéologie, qui ne semblent pas s'être intéressés à Matisse. Le dossier Matisse contient 3 listes de pointes sèches, gravures sur bois et lithographie, avec des indications de tirage et de prix. Et c'est à cet ensemble que Matisse semble faire allusion dans une lettre de 1913 adressée à Doucet, dans laquelle il dit « Je suis très heureux qu'elle vous ait plu. En ce moment, je prépare une nouvelle série de lithographies dont je surveille le tirage. » Alors, la Bibliothèque d'art et d'archéologie possède donc les 3 bois de Matisse, le grand bois, le petit bois clair et le petit bois noir. Et elle conserve également 10 des 12 lithographies conçues par l'artiste en 1906 sur le thème du nu féminin. Donc, je n'ai pas de très bonne reproduction pour toutes ces œuvres. Veuillez m'en excuser. Alors, si l'on compare la collection d'estampes fauves de Matisse de la Bibliothèque d'art et d'archéologie avec celle d'autres institutions, on se rend compte à nouveau du caractère précurseur de ces acquisitions. Une épreuve du grand bois est conservée dans les collections du Musée national d'art moderne,
mais cette gravure n'est entrée dans les collections qu'en 1985, grâce à Marie Matisse, donc femme de Jean Matisse, qui en avait fait don au musée. Concernant la Bibliothèque nationale, jusqu'à la donation Jean Matisse consentie par sa veuve en 1979, le cabinet des estampes ne conservait aucune estampe de cette période capitale de Matisse. Et donc c'est grâce à cette donation qu'est entré dans les collections le petit bois clair, donc, que vous avez ici sur la diapo, seul bois de Matisse que nous conservons. Nous conservons également la matrice de ce bois qui est rentré dans les collections en 1984 à la suite d'une acquisition. La donation a également permis l'entrée de la lithographie Lidl, et par la suite ont été acquises deux autres lithographies, nu allongé, bras repliés vers les yeux, et le nu accroupi, les yeux baissés, entré par acquisition en 1994. Alors, on peut se poser la question du dépôt légal concernant ces œuvres. En effet, comme les estampes de Vlaminck que nous avons vues tout à l'heure, celles de 1913, les estampes de Matisse ont été tirées en nombre et pourtant elles ne sont pas rentrées dans les collections de la Bibliothèque nationale par dépôt légal, mais par des dons et des acquisitions, comme je viens de vous le dire. En effet, après la loi sur le dépôt légal de 1881, qui va alléger les pénalités et qui a fixé une prescription de 3 mois, le dépôt légal fonctionnait très mal, et ce jusqu'en 1925. Au cours de ces quelques 40 années, il n'est pratiquement pas entré de pièces artistiques au titre du dépôt légal. Le dépôt légal incombait alors toujours aux imprimeurs et non aux éditeurs. Il faut savoir que le déposant n'avait de rapport direct qu'avec le ministère de l'Intérieur en charge du dépôt légal et non pas directement avec la Bibliothèque nationale et ses agents. Et donc c'est le ministère de l'Intérieur qui faisait lui-même le tri entre les imprimés, les estampes et les cartes. Le dépôt légal devait se faire lors de la mise en vente des estampes et après 3 mois seulement, il y avait prescription. Donc c'est pourquoi les réclamations étaient très difficiles à faire, car elles devaient se faire dans ce délai très court de 3 mois, à partir de la date de diffusion de l'estampe. Ce non-respect du dépôt légal à cette époque est également lié à l'évolution du statut de l'estampe. Dès 1880, en effet, l'usage se répand de limiter le nombre d'épreuves en les numérotant, en signant chacune d'entre elles. Donc ces pratiques tendent à assimiler les estampes à des œuvres uniques et les font sortir du cadre du dépôt légal. Dans ces conditions, il était en effet difficile de faire respecter le dépôt légal qui revenait à assimiler ces œuvres à de simples images, à l'instar des cartes postales ou des images pieuses. Lorsqu'il constitua la collection Doucet, Clément Janin se positionnait par opposition à la Bibliothèque nationale et au dépôt légal, on l'a vu à plusieurs reprises. Il écrit dans son programme cette phrase qui est revenue à plusieurs reprises: « Le fait au surplus d'avoir son œuvre au cabinet des estampes modernes sera pour un graveur une sorte de consécration que ne donne pas la Bibliothèque nationale, obligée de tout recevoir, le meilleur comme le pire, par le jeu si imparfait pourtant du dépôt légal. » À vrai dire, la question ne se posait pas vraiment pour la période qui nous intéresse. À cette époque, en effet, très peu d'œuvres, comme je vous le disais, très peu d'œuvres originales entraient dans les collections de la Bibliothèque nationale par ce biais. On en dénombre moins d'une dizaine par an, et elles sont souvent de qualité très médiocre. Les imprimeurs spécialisés dans les tirages artistiques ne se conformaient pas à cette loi. Joseph Guibert, dans son Histoire des collections du cabinet des estampes, publié en 1926, résume d'ailleurs la situation du dépôt légal au cours de ces années. Je cite: « La pratique du dépôt légal n'avait jamais été parfaite, jolie déjà sans plaigner, mais elle ne fut jamais aussi défectueuse qu'au temps présent. Normalement exécutée, il eût causé un peu d'encombrement, mais du moins parmi beaucoup de choses sans valeur, aurions-nous reçu tout ce qui doit figurer dans un cabinet national. Il se trouvait au contraire que nous recevions la pacotille et que du dépôt nous sentions surtout les inconvénients. En 1908, sur 2320 pièces déposées, on ne trouvait guère à utiliser qu'une quinzaine de gravures originales et environ 200 photographies ou estampes de reproduction. Le reste consistait en réclames, prospectus, étiquettes, cartes postales dites de fantaisie,
Image de piété. La situation ne s'était pas améliorée, les insuffisances de la loi, l'absence de sanctions, telles étaient les causes principales du peu de succès des réclamations. Depuis longtemps, on demandait une révision des règlements en vigueur. Alors, en revanche, les imprimeurs d'affiches, comme les imprimeries Chex et Vercasson, par exemple, se conformaient au dépôt légal, ce qui fait que notre collection est assez riche dans ce domaine, grâce au dépôt légal. Mais c'est parce que ces imprimeurs, ces productions étaient des productions commerciales et qu'ils imprimaient également des cartes postales, des étiquettes, enfin, toute cette production plus commerciale. Voilà. Et donc, pour l'estampe de cette période, les lacunes que l'on constate dans nos collections ont été comblées progressivement, elles continuent d'ailleurs à l'être, au moyen de dons et d'acquisitions. Donc, on constate à l'issue de cette étude la supériorité des collections de la Bibliothèque d'art et d'archéologie sur les collections de la Bibliothèque nationale pour l'estampe des fauves. En effet, la Bibliothèque nationale ne pouvait, dans ces années, être aussi réactive et à l'affût de la création contemporaine qu'un collectionneur privé. Elle n'en avait tout simplement pas les moyens. Sans l'apport des collectionneurs privés qui ont acquis ces œuvres peu de temps après leur création, que ce soit Doucet ou Dutilleul, et qui en ont fait don à la collectivité, ces œuvres ne seraient pas présentes dans les collections publiques et on ne peut que rendre hommage à la clairvoyance de ces collectionneurs. Je vous remercie. Merci pour ce grand geste fair-play à l'endroit de la Bibliothèque d'art et d'histoire. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette intervention ? Peut-être d'emblée revenir sur ce que vous avez signifié, qu'il s'agissait peut-être de revenir aussi sur le jeu peut-être de la bibliothèque littéraire par rapport à ça, dans une diffusion dans le temps de ces questions d'acquisition. Alors c'est plutôt quelque chose qui n'est pas clair pour moi, l'articulation entre la collection du cabinet des estampes et la collection de livres de bibliophilie. Comment était, c'est quelque chose que je n'ai pas bien saisi. Est-ce que l'un d'entre vous aurait étudié cette question et par exemple, comment se fait-il effectivement que l'Enchanteur pourrissant ne soit pas dans les collections, alors que d'autres livres de bibliophilie, je pense par exemple à Parallèlement de Verlaine illustré par Bonnard ou au Bestiaire d'Apollinaire illustré par Dufy, figurent dans les collections de la Bibliothèque d'art et d'archéologie. Je ne parle pas de la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, hein, qui a été constituée plus tard. Je ne sais pas si quelqu'un a des éclaircissements à ce sujet. Aussi, alors, est-ce que c'était le même circuit que pour les estampes? Parce que souvent, c'était quand même les mêmes marchands. Est-ce que c'était... Ça, alors là, je pense qu'il faudrait une étude dans les livres étaient répertoriés dans un autre inventaire, je pense. Et donc, je crois que ça ne figure pas dans les archives du cabinet d'estampes. Ça, il me semble bien. Alors après, il y a eu aussi des achats postérieurs où on a eu... je sais qu'on a récupéré, par exemple, de Dufy, oui, enfin, un certain nombre de choses qui paraissaient... D'accord, et qui ne sont pas rentrées au moment de la constitution du cabinet des estampes. Et est-ce qu'il n'y a pas pu avoir de transfert d'ouvrages illustrés dans la bibliothèque littéraire, achetés au départ pour la bibliothèque d'art et d'archéologie et transférés dans la bibliothèque littéraire qui était plus dévolue à la collection de livres illustrés? Ça, c'est possible. Ou alors c'est vrai que la partition des collections entre les bibliothèques, parfois, pose question aussi, parce qu'il y a aussi des estampes de Matisse, notamment à la bibliothèque littéraire, et comment s'est faite cette répartition. Là aussi, c'est une zone un peu de flou. Voilà, ça reste à étudier. En tout cas, la question du livre illustré à la bibliothèque d'art et archéologie est fondamentale, parce qu'en fait, moi, j'ai fait quelques recherches dans le tiroir matière, dans le fichier matière du catalogue, disons, des usuels, entre guillemets, et est beaucoup plus question du livre, bibliophilie et illustration que d'estampes, en fait.
il y a énormément de titres qui amènent justement le grand classique sur l'illustration xylographique, sur l'illustration en général, mais donc s'il y avait un support, il devait y avoir aussi donc, évidemment, il y a la collection de livres de fêtes et la collection d'ornements, mais il y avait un support de recherche aussi assez important pour l'illustration. Des livres contemporains, voilà. Oui. Alors, à la Bibliothèque nationale, les livres de bibliophilie de l'époque sont plutôt bien rentrés par dépôt légal, en revanche, contrairement aux estampes. D'autres questions? Peut-être qu'on va passer à un temps de conclusion. Alors, merci beaucoup. Il faudrait mettre les... Nous invitons les 4 modérateurs de ces sessions qui ont bien accepté donc de travailler un peu plus encore en acceptant de prendre en charge les conclusions de ces journées. Il y a quelqu'un qui veut lancer les hostilités? Moi? Ok. Alors, je suis le moins spécialiste, donc ça tombe très bien de ces affaires. Non, ce qui m'a quand même assez fasciné à maintes reprises, c'était cette relation à cette appréhension génétique de la chose. Ça m'a vraiment beaucoup marqué. Et bon, on vient tous un peu avec nos propres obsessions, forcément, mais c'est vrai que dans cette approche où finalement la question d'être dans une... Tu as parlé d'analogie avec l'ethnographie tout à l'heure, mais c'est cette manière de collecter de manière très, très large, sans se soucier trop de valeurs, fait écho aussi à d'autres comportements qui se jouent à la même époque, quoi, sur ces phénomènes de collecte aussi massifs, et qui laissent entrevoir aussi à ce positivisme qui est associé à l'histoire de l'art, qui se fonde sur une clôture disciplinaire très forte, et avec cet objet quand même assez paradoxal qu'est l'estampe, quoi, parce que voir plusieurs états, etc., et se concentrer en fait sur cette segmentation du processus créatif, voilà, je trouvais que c'était une donnée assez fascinante de la manière dont semblait se constituer le cabinet, non sans faire écho aussi, du coup, peut-être à une obsession beaucoup plus vaste qu'est celle de l'époque pour la question de l'origine du processus créatif, qu'on va trouver aussi dans d'autres disciplines. Enfin, pour ce qui est de ma cantine, c'est la question de la psychiatrie, par exemple, ou on pourrait parler aussi de la question de la psychologie enfantine qui va s'intéresser à ces questions. Mais cette obsession génétique de la période, elle se retrouve là-dedans. Et j'avais noté aussi tout à l'heure ce fait de la relation assez intense qui semblait se tisser de manière indirecte avec Auguste Comte par l'entremise j'ai oublié le nom, de Pelletan, pardon, de Pelletan, ou encore de voir dans les écrits de Janin sur Frélo, parler de Bruegel comme de l'ancêtre, avec un L comme ça qui le singularise. Mais voilà, cette obsession génétique, moi, m'a beaucoup percuté, je dirais. Je ne sais pas si j'ai arrangé la chose, mais... Voilà, une dimension positiviste, quoi, qui est à l'œuvre. Alors, je n'en connais pas beaucoup plus aussi comme spécialiste de période ultérieure, mais voilà, cette figure de Pelletan me faisait penser à ça aussi dans sa proximité avec Comte. Et une fabrique de l'histoire de l'art particulière qui se joue là, entre critique d'art et amateurisme, en fait.
Alors moi, je m'excuse par avance parce que comme j'étais pas là hier, je vais peut-être dire des choses pour lesquelles les réponses ont déjà été apportées hier, mais sur cette question de l'histoire de l'art que tu viens d'évoquer, c'est quelque chose qui m'a pas mal marqué parce qu'on est vraiment dans un cas assez complexe, en fait, d'une collection qui est une collection privée, donc qui fonctionne beaucoup avec des acteurs, des médiateurs singuliers, et selon les interventions, ça a été Clément Janin, ça a été Doucet, ça a parfois été René Jean aussi, qui semblait, pour Bernard, être intervenu dans toutes ces histoires. Et en même temps, dans la façon de vouloir collectionner, il y a quelque chose qui est très proche en fait du musée du Luxembourg à la même époque que tu évoquais à l'instant, c'est-à-dire l'idée, on va prendre un peu de tout, et puis finalement le temps, on va séparer le bon grain de l'ivraie, et puis on verra bien ce qui reste à la fin. Et il y a des lettres, notamment de Hautecoeur, alors un peu plus tard dans l'entre-deux-guerres, mais qui s'oppose à la compréhension de l'art moderne par le MoMA, où il faudrait choisir. En disant non, surtout il ne faut pas choisir, on prend un peu de tout, et puis on verra ce qui se passe après. Et là, on a un peu les deux choses qui se confrontent, c'est-à-dire qu'il y a un peu de tout dans le sens où on cherche un peu tout à l'international, on cherche à la fois des noms célèbres et puis des petits maîtres, des gens un peu moins connus, et en même temps, ça reste une collection singulière, la collection qui repose sur aussi le goût d'un homme ou de 2 ou 3 hommes, qui a priori est complètement contradictoire avec ce principe un peu encyclopédique qui est celui des musées, et ça se confronte toujours un peu selon des manières différentes dans chacune des interventions qui ont été proposées. Donc ça, c'est une chose qui m'a marquée. Et puis je me suis posé la question, j'en parlais à Baptiste à la première pause, je me suis posé la question de est-ce qu'on a pris les bonnes étiquettes, est-ce qu'on a organisé selon les bons tiroirs finalement dans cette journée d'études. Alors non pas pour dire qu'on ne l'avait pas fait, mais pour dire qu'en fait on n'en sait rien, et que il y a eu des interventions par artiste, et puis des interventions par nationalité, et puis des réflexions selon les motifs, et puis des réflexions selon les techniques. Sauf qu'en fait, là, c'est nous qui créons ces catégories-là, parce qu'on ne peut pas tout prendre d'un coup et qu'il faut bien diviser tout ça pour un colloque. Mais c'est pour ça que je posais aussi la question de comment c'était classé, quelles étaient sous quelle catégorie, sous quel dossier en fait on rangeait. Est-ce qu'il y avait un dossier graveur sur bois, ou est-ce qu'il y avait un dossier peintre allemand, ou graveur allemand. Donc, dans la construction de l'histoire de l'art, c'est aussi d'essayer de comprendre selon quelle catégorie en fait était construite cette collection, et de manière très concrète en fait dans la manière dont elle était classée, dont j'imagine qu'il ne reste pas grand-chose en fait, si ce n'est peut-être des chemises par-ci par-là qui restent d'un classement préalable. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée aussi, et qui finalement relève de cette même idée de Genèse, mais qui serait celle de l'histoire de l'art cette fois, qui relèverait à la fois du goût, de l'aspect un peu encyclopédique, et de la manière dont on catégorise tout ça, ou dont on ne catégorisait pas tout ça, ou autrement que celles qui ont été choisies pour ces journées d'études qui ouvrent à des questions bien au-delà de ce dont on a discuté aujourd'hui. Pour ma part, et je ne voudrais pas donner l'impression d'être quelqu'un de très vénal en disant ça, mais j'ai été vraiment intéressée, intriguée, fascinée par la question de l'argent, en fait, pendant ces 2 journées d'études. La question de l'argent, en fait, qui permet des choix, qui permet une politique d'acquisition qui est pensée, qui est réfléchie, alors avec toutes les tensions, tous les désaccords aussi que ça peut induire, comme on a pu le voir. Et forcément, cette question de l'argent, elle m'a taraudée en opposition à l'initiative du Musée de l'Estampe moderne au Petit Palais, où justement il n'y a pas un seul centime qui entre en jeu, et du coup il n'y a pas de politique, où il n'y a pas de choix à proprement parler. Et dans cette lignée toujours de la problématique de l'argent, j'ai aussi été très frappée par la question du soutien aux artistes, qui était notamment mentionné dans la présentation de Pascal. Donc un soutien qui va à la fois à la création contemporaine, mais qui va aussi aux êtres humains, comme on l'a vu avec le cas
assez émouvant tout à l'heure. Et ça m'a là encore fait penser à une lettre absolument furibarde que Louis Huvet écrit à Henri Lapose vraiment mais en s'arrachant les cheveux de manière très très polissée, hein, mais on sent derrière qu'il y a beaucoup de rancœur et de désaccord sur le fait que voilà, une opération de collecte qui repose uniquement sur des dons, c'est se dédouaner, se détacher complètement de cette mission essentielle de soutien aux artistes contemporains, donc quelque chose qui est très très mal vécu par cet artiste, mais probablement par d'autres aussi. Donc ça m'a fait un petit peu tourner en rond comme ça sur cette question d'argent. Et de fil en aiguille, j'en suis venue à me demander aussi ce que ça induisait en termes de politique d'acquisition, mais aussi en termes de politique d'acquisition aujourd'hui. C'est-à-dire comment est-ce que la politique d'acquisition du temps de Doucet a eu un impact et a encore un impact aujourd'hui ou pas sur la politique d'acquisition voilà, de l'INHA, parce que voilà, c'est des questions qui m'obsèdent aussi du côté du Petit Palais. Comment est-ce qu'on fait pour poursuivre une logique d'acquisition qui a déjà été lancée? Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'on peut la corriger? Est-ce qu'il faut aller vers les manques? Est-ce qu'il faut approfondir ce qui est déjà présent et ne pas essayer de combler en vain ce qui ne peut être comblé? Voilà, donc c'est juste des questions. Et est-ce qu'il faut faire manger les artistes? Et les mariés. Et les mariés. Leur faire des enfants. Bon. Voilà, donc des questions. C'est une question très intéressante. Je te propose de nous retrouver demain pour faire toute une journée sur la question de la politique documentaire aujourd'hui de la bibliothèque. Non, effectivement, c'est vrai, parce que la manne de Doucet était quand même assez importante pour que, on a vu avec l'intervention de Pascal, ce soit presque entre l'entreprise intellectuelle, philanthropique, documentaire. Ça va un petit peu dans tous les sens, mais c'est aussi pour ça que c'est une entreprise particulièrement intéressante. Moi, ce qui m'a fait penser, c'est que j'ai trouvé peut-être un peu vain l'idée de juger de la qualité de ce qui avait été, de vouloir juger de la qualité de ce qui avait été rassemblé par Clément Janin. D'abord parce que autre temps, autre mœurs, malgré tout, et que malgré tout, on l'a vu, quelle que soit l'idée qu'on a de la qualité des estampes qui ont été rassemblées par Clément Janin et par Doucet, cet ensemble remplit indéniablement son but. C'est-à-dire que ça fait quand même 2 jours qu'on parle d'artistes connus, pas connus, de fonds très intéressants pour lesquels on a tout à fait les matériaux pour les étudier. C'est pas exactement la première fois qu'on parle de la collection d'estampes modernes. Ce n'est sans doute pas tout à fait la dernière fois qu'on le fera non plus. Donc ça rejoint tout à fait les buts que Clément Janin énonçait de possibilités, de perspectives d'études, de considérations multiples sur les artistes et sur la gravure qu'il s'était donnée, peut-être même sans s'apercevoir exactement des conséquences de ses goûts, des conséquences de l'entreprise elle-même, et ça aussi c'est intéressant sans vouloir faire de psychanalyse de comptoir. L'autre chose qui m'a aussi interpellée, c'est cette histoire de consciemment ou inconsciemment de vouloir documenter, je vais revenir sur ce terme, parce que c'est là-dessus que j'aimerais finir, l'ambiance d'une époque, l'ambiance aussi de différentes classes sociales, qui sont toutes représentées par la gravure, ce qui quand même est intéressant pour un médium, qui est un médium populaire dans tous les sens du terme, mais qui peut représenter autant les courses, les salons de mode de Doucet par Gattier, que les ouvriers de Kollwitz, que le rural de Van Gogh et des autres. Donc il me semble que cette volonté de documenter une époque de différentes manières est très intéressante, peut-être croise les commentaires qu'on a eus précédemment sur les opinions politiques de Clément Janin, voire un certain moralisme, mais ça, je pense que c'est assez difficile de savoir où est le curseur entre la volonté moraliste politique et la volonté artistique, voire la volonté documentaire qui ne croise pas forcément les deux précédentes.
Par ailleurs, ce qui m'a aussi interpellée, c'est que l'enquête de personnalité, je ne sais pas si on peut l'attribuer à Clément Janin ou à Doucet, parce qu'en fait, il me semble, mais je ne suis pas une spécialiste de l'histoire de la bibliothèque littéraire, Doucet a fait pareil à la littéraire. C'est-à-dire qu'il commandait des manuscrits aux écrivains, aux poètes, et il leur demandait en même temps de faire eux-mêmes le commentaire de leurs œuvres. Donc c'est une pratique que je trouve assez intéressante. Je tiens donc à finir moi, mon propos par cette histoire de collection documentaire, parce qu'on peut tous s'esbaudir devant le monotype de Matisse, selon ses goûts, donc je ne vais pas continuer là-dessus, on ne sait jamais. Mais cette collection a vraiment, je pense, atteint un but de documentaire dans le sens, je vais me répéter, mais le plus noble du terme, c'est-à-dire de documenter un médium qui est vraiment extrêmement multiple, qui est l'estampe, ces différentes possibilités, ces différentes techniques, ces différentes appréhensions par différents artistes qui eux-mêmes sont vraiment très différents les uns des autres. Et ce qui m'interpelle là-dedans, c'est qu'on a tendance à mettre dans l'histoire de la collection et dans le quotidien presque de la bibliothèque les estampes modernes, la collection d'estampes modernes un peu à part, comme étant les œuvres, les joyaux. Le reste, c'est de la documentation. Alors que quand on se penche un peu sur le reste des collections, en particulier patrimoniales, cette volonté documentaire est présente partout, en fait. On a, que ça touche la pyrotechnie du XVIIIe siècle, que ça touche la typographie du XIXe siècle, etc., et bien d'autres, l'orfèvrerie du XVIIe. Et je pense que là, on voit que cette collection appartient pleinement à la collection de la bibliothèque et d'art et d'archéologie, de ne pas en faire, il ne faut pas en faire un cabinet à part d'une préciosité extrême qui se détacherait totalement du reste. Mais je trouve qu'au contraire, tout ce qui a été dit pendant ces 2 jours met en exergue la volonté de Doucet, de Clément Janin aussi, mais de Doucet et de son équipe, de mettre en place un outil cohérent qui rassemble un petit peu cette volonté d'offrir tous les outils possibles et les sources possibles pour la recherche. Merci beaucoup. Ça a été un exercice pas simple et on vous est très reconnaissant pour l'avoir fait en fin de journée. On est très contente et très heureuse. Donc on termine notre semestre sur une ton joyeux. Ouais, de la meilleure manière qui soit. Merci beaucoup à tous les 4 et à tous les intervenants, au public aussi évidemment qui était là pendant ces 2 journées, qu'on espère suivies de nombreuses autres, finalement.